Sur cette table ronde sur la santé mentale et le logement, donc sortir de la rue, apprendre à vivre dans son logement, éviter les ruptures. Et pour aborder ce sujet, nous allons laisser la parole à des collègues donc, de trois structures différentes. L'équipe de liaison intersectorielle d'accompagnement entre habitat et soins, donc du 20e arrondissement, Elias 20. Un projet d'Atoll 75 qu'Antoine Ménard nous présentera, et pour l'œuvre Falleret, donc Violaine Lepelletier, qui présentera à la fois le DLAI et le dispositif Passerelle. Je vous laisse commencer et vous présenter. Nous avons donc jusqu'à 12h15 et effectivement, nous ferons un effort de distribution de micros pour les questions qui se feront en fin de table ronde. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, je suis Sandra No, assistante sociale de l'équipe Elias 20e. Et moi, je suis Nour Bentar, infirmière au sein de l'équipe Elias 20e depuis peu de temps. Alors, notre équipe a été créée à l'issue d'une réflexion menée par le Conseil local de santé mentale du 20e entre les bailleurs, la ville de Paris et la psychiatrie. Suite, on va dire, à des difficultés pour les bailleurs de gérer les locataires qui rencontraient des difficultés psychologiques, psychiatriques. On a été créé en février 2017. Au départ, nous étions donc la première équipe sur le 20e, une équipe sur le 13e qui a débuté 2 mois après. Et puis aujourd'hui, il y a également une équipe sur le 18e et le 19e arrondissement. Notre équipe est composée de 2 infirmiers, de 2 travailleurs sociaux. Donc moi, je suis assistante sociale. Nous avons une collègue éducatrice également, et un temps psychiatre de 25% par équipe. Donc notre mission en fait c'est de rencontrer les locataires qui nous sont signalés par les conseillères sociales des bailleurs sociaux uniquement, donc qui vont faire un travail auprès des locataires pour essayer de les rencontrer dans un premier temps, puis nous adresser un signalement pour qu'on puisse rencontrer ces locataires. À partir du moment où on reçoit le signalement, en fait, on va essayer de prendre contact avec la personne qui nous est signalée. Donc ça peut être, dans un premier temps, on a souvent un numéro de téléphone, pas toujours, mais voilà. Donc essayer de le contacter par téléphone. Si le contact est établi, on propose un entretien pour essayer de faire le point. On lui explique qu'on peut lui apporter de l'aide. Voilà, souvent, c'est des gens qui rencontrent des difficultés sociales associées certainement à des problèmes psychiatriques qu'on doit évaluer. Donc la rencontre, ça peut être, on propose de faire des visites à domicile. Ils peuvent venir nous rencontrer au CMP. En fait, on intervient sur 2 CMP du 20e arrondissement. Et ça peut aussi être dans un café. Enfin, en fait, c'est là où ils seront le plus à l'aise pour pouvoir échanger avec nous. Voilà, la création de liens, elle se fait comme ça d'abord. Quand il y a des difficultés sociales, ce qui est souvent le cas, ça permet d'accrocher un peu plus la personne, si je peux dire ça comme ça. Et ça permet on débute l'évaluation psychosociale de cette façon-là. Ça permet vraiment d'établir le lien de confiance avec le locataire, la locataire. Voilà. Oui, parce que la particularité, c'est que, évidemment, toutes les personnes que nous rencontrons ont un logement, et un logement social de surcroît, mais ça ne veut pas dire que ces personnes ne soient pas éloignées des droits sociaux, éloignées des soins de façon générale, que ce soit en somatique ou en psy. Et donc notre idée, nous, c'est d'une part d'aller vers ces personnes qui sont très éloignées de tout ça, de créer ce lien, d'avoir une légitimité à un moment donné quand on a fait des accompagnements, quand on a été très présent, quand on a réouvert des droits sociaux,
si on constate qu'il y a une nécessité, de pouvoir aborder la nécessité de soins et surtout, ce que je trouve vraiment très important, d'accompagner les personnes vers les structures. Donc on fait beaucoup d'accompagnement, que ce soit vers le soin, mais au niveau social. C'est cette proximité que l'on a avec les personnes nous permet aussi de tisser ce lien qui nous donne cette légitimité par la suite de pouvoir aborder les choses qui sont nécessaires. Voilà. On travaille évidemment, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on intervient sur un arrondissement et évidemment ça privilégie les liens que l'on a avec les différents partenaires, que ce soit au niveau social, le SSP, que ce soit au niveau associatif et avec les CMP. Enfin voilà, donc on a une connaissance du territoire quand même qui est assez importante et ça permet de tisser ces liens-là pour pouvoir aider les locataires. Alors, on intervient également, on a une autre mission, on fait des sensibilisations auprès des gardiens d'immeubles. C'est souvent eux qui sont à l'origine, enfin ils sont au cœur des résidences, c'est eux qui ont la meilleure connaissance des locataires et qui vont faire remonter les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc on organise des sensibilisations d'une journée tous les 3 mois à peu près, avec une dizaine de gardiens où on va... à travers un jeu que l'on a créé, discuter du réseau, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, leur faire prendre conscience que c'est pas forcément ce qui est voyant qui est toujours, c'est souvent ce qui est voyant qui est repéré, mais qu'il y a aussi ces locataires dont on n'entend pas parler et qui sont très repliés sur eux-mêmes, qu'il faut pouvoir identifier. Et puis la deuxième partie de la sensibilisation, c'est une diffusion de courts-métrages sur des pathologies et voilà, avec un échange avec les gardiens à l'issue de la diffusion de ces films. Merci beaucoup pour cette présentation sur l'émission d'Elias. Je vous laisse directement prendre la suite pour nous présenter ce projet de CHRS d'Atoll 75. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Antoine Muller, comme c'est marqué derrière là. CHRS, alors CHRS, il faut l'entendre vraiment comme une modalité de financement, un certain nombre de choses que l'on fait. Et l'idée là, ces jours-ci, je pensais à la manière dont je pouvais vous faire part de ce qu'on fait au quotidien là, avec les collègues, dont certains sont ici. Et c'est mieux comme ça ? Ouais. Et donc je pensais à comment je pouvais vous présenter ce que nous faisons au quotidien. Et le destin m'a amené à me retrouver là, dans un de ces endroits là, dont on dit que ce sont des parcs d'attractions. Donc moi, ça ne m'attirait pas du tout, mais j'étais là-bas. Vous savez, c'est ce genre d'endroit où il y a en miniature voilà, des endroits de la France. Bon. Et je me retrouvais là, un peu de force quand même, et là et pas là. Et tout à coup, je vois un pigeon. Je vous raconte des choses, mais ça va avoir un sens après par rapport à ce que je vous raconte. Hein. Je vois donc un pigeon se poser là, sur une des créations là, de ce parc. Et tout à coup, le pigeon s'envole parce que dans ce parc-là, il y a aussi un petit train qui passe partout. Et tout à coup, ça m'est devenu beaucoup plus familier, cet endroit-là qui me semblait complètement étranger. C'est-à-dire que j'y séjournais, mais j'y étais pas vraiment. Et de m'imaginer dans ce train-là parcourir l'ensemble des trajets et tout à coup d'aller traquer là où, de voir le train émerger du tunnel, passer sur le pont comme le faisaient nombre d'enfants, je me suis mis à pouvoir habiter un peu là, cet endroit particulier. Voilà, cette histoire pour vous dire que je voulais vous parler de la liberté d'aller et venir comme une possible condition d'habiter. Donc, le projet dont je vais vous parler là, qui est donc un projet que je mène avec mes collègues d'Atoll 75, c'est l'idée de déconstruire tout un tas d'obstacles plutôt inhérents au fonctionnement institutionnel
et qui empêche finalement les personnes qu'on est censé accompagner d'habiter là où ils voudraient habiter. Donc concrètement, ce sont un ensemble d'équipes qui tournent, qui sont sur le terrain, donc c'est des arrondissements, le 11e, le 19e et le 20e, et qui font ce qu'on appelle un travail de rue. Donc c'est un peu comme une maraude, mais c'est pas une maraude. Donc c'est du temps de présence auprès de gens qui séjournent à la rue, pour des raisons variables. Et l'idée, c'est de pouvoir de réussir à les rencontrer et de leur causer déjà. Donc ça part de ça. Et dans ce travail qui se fait depuis des années, hein, là on n'a pas entendu ce projet pour faire ça, dans ce travail qui se fait depuis des années, il y a un certain nombre de constats qui se font. Et ce constat, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont à la rue depuis 20 ans, 25, 30 ans, et qui font des allers-retours comme ça entre la rue, l'hôpital, la prison, et des tentatives en hébergement, donc CHU, machin. Et donc, dans ce constat-là qui est fait, il y avait aussi des remarques de tous ces collègues de terrain qui pouvaient dire qu'en effet, le passage d'une rencontre et d'une relation à la rue vers ce qui suivait dans les hébergements était souvent conséquence de rupture ou parfois tout simplement il n'y avait plus de relation. Et donc l'idée nous est venue de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette rupture-là. Donc vous voyez, c'est un mode un peu institutionnel de dire qu'il y a des gens qui sont à la rue qui travaillent, il y a des gens qui sont entre quatre murs et qui s'occupent des gens à l'intérieur, il y a des gens qui s'occupent du soin. Vous voyez, c'est très saucissonné notre histoire. Mais au final, on se rend compte que ce saucissonnage-là de l'être humain n'est pas sans conséquence sur ses possibilités de l'accueillir. Et donc on se dit que plutôt que de recréer une ségrégation, puisque c'est ça dont il s'agit, on va faire en sorte que les équipes qui sont à la rue puissent aller dans les murs et que les gens qui sont dans les murs puissent aller à la rue. Et donc comme ça, il a été possible petit à petit d'accompagner dans leurs allées et venues des gens qui séjournaient à la rue depuis très longtemps vers un endroit donc, qu'on appelle le Vert, mais peu importe comment on l'appelle, où il se passe un certain nombre de choses, entre autres des choses du quotidien. Donc c'est un endroit où on peut manger, où on peut parler, on peut se laver, on peut laver ses vêtements, on peut même parler à des médecins, des infirmiers, des psys et compagnie. Et donc c'est surtout un endroit un peu comme chez soi. Donc il y a une grande salle de séjour, il y a une buanderie, il y a une salle de bain. Donc il y a des lieux différenciés, des lieux où il y a une vie, une ambiance un peu particulière. Et donc cette possibilité d'accompagner ces personnes-là qui étaient rencontrées par les collègues du terrain vers ce lieu-là ont amené des possibilités et tout simplement aussi des envies, tout à coup des idées. Ah ben qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah ben ici il y a aussi des chambres. Ah bon, et alors comment ça marche ? Et donc certaines des personnes qui ont pu venir dans ce lieu un peu repère, pour le dire comme ça, ont pu aussi séjourner dans des chambres qui s'y trouvaient. Et toujours sur ce mode de je reste un peu et puis aussi c'est possible de partir. Donc ce qui se passait concrètement, c'est qu'il y a des gens qui avaient essayé un peu et puis qui remettaient plus les pieds pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Enfin bon, ça ne faudra pas le répéter non plus. Parce qu'évidemment la question qui se pose c'est de bloquer une chambre, c'est une question politique, hein, c'est pour ça que je dis qu'il ne faudra pas le répéter, c'est de bloquer une chambre pour quelqu'un sachant qu'il n'y est pas, ça peut poser problème. Donc d'un point de vue global, certainement, d'un point de vue d'un accompagnement très singulier, pas du tout. En fait, c'est ce qu'on rendait compte aussi sur le terrain, c'est qu'il y a des gens qui pouvaient aller dans des structures d'hébergement et qui, pour X raisons, devaient partir. Et on leur disait, ouais, mais si vous partez plus de temps, en fait, c'est fini. Donc ça a à voir avec le sujet, il me semble, voilà, pouvoir habiter quelque part, c'est avoir cette liberté de pouvoir aller et venir à son gré dans ce lieu qui nous est un peu assigné pour y demeurer, mais aussi de partir ailleurs. Donc la question de l'accompagnement se fait dans les murs, mais ailleurs aussi. Donc si par exemple, il faut aller à la rue pour rencontrer la personne parce qu'elle se retrouve depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est d'y aller et ça n'empêche pas de pouvoir proposer des choses. Donc il y a un accompagnement plus global sur notamment, c'est encore une fois la question du quotidien, parce qu'une fois qu'on est entre quatre murs, qu'est-ce qu'on fait ?
c'est la question du sens qu'on accorde à la vie et ce qu'on imagine faire. Et du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est une activité. Alors tout à l'heure, j'entendais l'intervention très, très intéressante sur la question du travail et de l'emploi. Moi, je vais parler d'activité, voilà, c'est ça, de faire des choses ensemble. Ça permet petit à petit peut-être de tisser du sens. Et du coup, ça nous permet de tenir un peu au jour le jour. Et donc, dans ce lieu et à la rue et ailleurs, il est possible de faire des choses. Donc, de faire des choses, c'est de faire des papiers, c'est d'aller au cinoche, c'est d'aller en vacances, c'est aussi travailler. Donc, avoir un emploi, c'est un ensemble de choses. Donc tout ça, c'est possible dans ce cadre-là. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très global dans lequel finalement on va prendre des choses qui existent ailleurs, mais qu'on va pouvoir faire en intra. Pourquoi ? Pour éviter ce saucissonnage dont on a déjà commencé à parler et qui n'est pas sans conséquence sur les conditions de vie par la suite. C'est-à-dire que je pense que pour le nombre des problèmes qui sont rencontrés, la raison majeure, c'est ce saucissonnage. Entre autres, je l'appelle saucissonnage, ségrégation, on peut y mettre tout un tas de mots, mais je pense que il n'est plus possible d'imaginer, alors je ne sais pas si c'est aider, accompagner, je ne sais pas quel maître terme, voilà, des gens qui sont un peu sur la marge, ou ça c'est pareil, c'est encore des qualificatifs qu'il faudrait reprendre. En tout cas, un accompagnement ne peut plus passer outre cette question de la ségrégation. Je continue encore un peu, peut-être. Dans ce dispositif donc d'accueil, donc je vous l'ai dit, il est d'abord question là d'aller un peu à contre-courant de ce qui se fait habituellement, non pas par habitude ou parce qu'on a une philosophie de ce qu'il faudrait faire, mais parce que souvent quand même les fonctionnements des institutions sont liés au financement. Alors je ne suis pas non plus à dire que le financement ça sert à rien, parce qu'il faut des moyens pour faire ce qu'on fait, je suis tout à fait d'accord, mais quand même d'une manière générale, de pouvoir penser à comment on le fait et de la manière dont on voudrait le faire, ça peut être intéressant. Et en plus, si on a les moyens de le faire, c'est dont on peut plus important. Donc là, évidemment, je ne vais pas vous redire ce que la psychothérapie institutionnelle a pu dire pendant des années. Il y a de nombreuses études qui ont été faites là-dessus, mais il me semble quand même qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe un peu partout, on n'a pas oublié, mais on parle moins de ce qui s'est fait avant et qui marchait très bien. Et donc pour continuer dans cette histoire, donc je parle d'institutions, mais je vais parler aussi des gens qui sont dans les institutions. Je voudrais mettre en relief deux dispositions, des gens qui tout à coup entreprennent d'accueillir quelqu'un. En fait, peu importe qui il est, s'il est psychologue, éduc, psy, patient, usager, bénéficiaire, bénévole, peu importe. À partir du moment où on s'engage dans cette question de l'accueil, il me semble qu'il serait nécessaire de mettre en avant deux dispositions, peut-être pas des compétences, mais des dispositions. La première, c'est la disponibilité. Il me semble qu'il s'agit d'être disponible. C'est pour ça que quand on a des fonctionnements très fermés, 9-17, et puis qu'après 17h, c'est pas possible parce qu'on peut pas payer les heures sup, parce que je sais pas quoi, ça devient plus compliqué d'accueillir. Je vous dresse des choses comme ça, vous allez me dire, mais on sait très bien. Mais en fait, je pense qu'il faut continuer à les dire parce que sinon, c'est des cercles vicieux comme ça. On pense que les problèmes sont là alors qu'ils sont dans cette possibilité d'être disponibles. Disponibles pas à n'importe quand, il ne s'agit pas d'être le martyr de cette disponibilité, mais en effet, il y a des demandes qui émergent à des moments où il faut pouvoir au moins y répondre sur le mode d'une présence, tout simplement. Pourquoi ? Pour figurer petit à petit une adresse. Parce que souvent, ce qui se passe, et ça c'est un constat actuel, il n'y a même plus cette possibilité de s'adresser à quelqu'un. Alors c'est l'exemple type si jamais ma télé ne fonctionne pas et que je veux aller voir quelqu'un pour lui demander mais elle ne fonctionne pas, de râler un peu, je ne peux même plus aller voir quelqu'un parce qu'il faut que j'aille prendre la ligne du 09 je sais pas quoi, et puis là il faut appuyer sur les boutons et en fait j'arrive pas à parler à quelqu'un. C'est la même chose pour ce qui concerne les accueils qu'il y avait avant un peu partout. Donc nombre de personnes que je croise au quotidien passaient beaucoup de temps au Pôle emploi, passaient beaucoup de temps à la CAF, passaient beaucoup de temps, parce que c'était encore un des rares endroits où il y avait un accueil et il pouvait être. Ça non plus c'est plus possible parce qu'il faut prendre des rendez-vous, parce que. Donc par internet et voilà. Bon. La disponibilité, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et ensuite, c'est la vigilance. Donc la vigilance, évidemment, c'est la question de l'écoute.
Cette vigilance, elle est possible aussi parce que, avant d'être, par exemple, peut-être un psychologue, avant d'être un éduc, avant d'être un médecin ou un infirmier, eh ben, on arrive à tout simplement à essayer en contact avec la personne et rentrer en contact avec quelqu'un et peut-être imaginer une rencontre. C'est se défaire, c'est se déconstruire un ensemble d'a priori sur nos missions, sur ce qu'il faudrait faire avec ces personnes qui, de fait, sont devant nous et qu'il faudrait accompagner. Cette vigilance et cette écoute nécessite, bon, ça c'est pas moi qui disais, de ne pas se prendre pour, voilà, un directeur qui se prend pour un directeur, un psychologue qui se prend pour un psychologue, c'est la pire des choses. Donc c'est replacer la question de la rencontre au niveau d'une relation, ça a été beaucoup dit par les collègues, et d'un lien à l'autre qui peut émerger dans ce qu'on appelle, nous, à Atoll 75, le détour. Donc c'est faire quelque chose, donc c'est faire à manger ensemble, c'est se balader en voiture ensemble, c'est laver la poubelle ensemble, c'est faire le ménage ensemble. Bon, tout ça, c'est des choses qui ont été nombreuses fois dites ailleurs, dans plein d'autres endroits, donc vous voyez ce que je raconte, c'est pas nouveau. Mais voilà, toutes ces choses dont je vous ai parlé très rapidement et peut-être de façon un peu confuse, me semblent aller dans le sens de garantir une liberté qui est quand même fondamentale, qui est celle de pouvoir aller et venir. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup et je laisse pour rebondir la parole à Violaine Lepelletier. Bonjour à tous, je suis donc Violaine Lepelletier, je suis coordinatrice de parcours d'un dispositif qui s'appelle le DLAI, donc dispositif de logement accompagné pour l'inclusion de personnes avec des troubles psychiques. La création de ce dispositif est née en fait au cœur des CLSM, comme pour mes collègues d'Elias, mais notamment celui du 17e arrondissement. Durant lequel en fait le constat commun du difficulté d'accès et de maintien dans les logements s'est fait de manière plus en plus centrale pour l'ensemble des acteurs parisiens. Et l'idée était de trouver en fait une solution pour essayer de pallier à ces difficultés-là. D'où la création du dispositif qui s'est fait en fait avec le concours de la ville de Paris, de la préfecture, des services de psychiatrie, notamment le GHU et les hôpitaux Saint-Maurice, et les bailleurs sociaux, et le Vanfaleret, opérateur du dispositif. Et tout ça a été concrétisé au sein dans un protocole d'accord qui a été signé en novembre 2019. L'idée de ce dispositif, c'est de mettre à disposition des logements, dans un premier temps, donc dans la question de l'accès au logement, au total 35 logements sur 3 arrondissements différents, le 11e, le 17e et le 19e arrondissement. Donc 35 logements pour 41 places, parce que nous avons des logements en T1, T2, mais aussi des appartements en T4 pour des colocations. Et l'idée, c'est que justement, au sein de ces appartements, on puisse les proposer à des patients inscrits dans un parcours de soins psychiatriques pour une durée maximum de 5 ans. 5 ans pour leur permettre en fait de s'essayer à une vie de locataire et de trouver des solutions d'accompagnement et de suivi qui puissent leur permettre d'avoir une autonomisation au sein du logement de manière progressive pour pouvoir après par la suite leur proposer des solutions de logement, que ce soit dans le droit commun au travers des logements sociaux ou au sein d'autres dispositifs ou de structures d'hébergement si ça correspond à leurs besoins. L'idée, c'est que l'accompagnement se fasse autour de l'aide à l'installation dans un premier temps, donc avec toutes les démarches que l'on peut faire, sur l'ouverture de comptes basiques, des énergies, donc gaz, électricité, sur les premières démarches à faire quand on arrive dans un logement, faire les changements d'adresse, mettre son nom sur la boîte aux lettres, ce qui n'est pas forcément la chose la plus évidente pour chacun, mais voilà, faire des repérages dans le quartier, essayer de retrouver des nouveaux repères et faire tous les dossiers qui peuvent être nécessaires, notamment par rapport au paiement du loyer, donc faire les demandes d'APL auprès de la CAF par exemple. Voilà. Un autre versant, c'est le suivi au sein du logement, donc plus un suivi social,
Et là, pour le coup, on fait appel aux services sociaux qui existent, c'est-à-dire qui peuvent correspondre aux besoins des personnes. Donc ça peut être un service d'accompagnement à la vie sociale, un SAMSA ou tout simplement des AS du CSVP pour essayer de répondre à un maximum aux besoins des personnes. Et quand on sait que les démarches des fois administratives, c'est pas la priorité des personnes que nous accompagnons, le fait d'avoir des structures étayantes autour d'eux, ça leur permet d'avoir une certaine stabilisation dans leur vie quotidienne qui peut leur permettre d'avoir accès par la suite, comme je vous le disais, à un logement, un habitat qui leur convient un maximum, sans se retrouver en difficulté par la suite. Le deuxième point, c'est le point du maintien dans le logement. Donc un peu comme mes collègues Elias, la difficulté que peuvent rencontrer les bailleurs, c'est parce que le DLAI donne accès à des logements, à des demandeurs de logements sociaux lambda, mais ils bénéficient de tout un accompagnement, comme je disais précédemment, qui leur permettent d'avoir une vie de locataire la plus adaptée possible auprès des voisinages, du gardien, dans la société de manière générale. Mais pour ceux qui sont déjà dans les logements, les bailleurs ont souvent des difficultés pour accompagner ces personnes-là, comme on disait, soit avec des troubles du voisinage, soit avec des impayés de loyer, des troubles de la jouissance aussi par moment. Et l'idée, c'est qu'on puisse accompagner ces personnes-là. Alors on peut être sollicité de deux manières différentes en fonction des arrondissements, soit c'est au sein des RESAD, quand il y en a, où là, pour le coup, les conseillères sociales, les bailleurs peuvent faire appel à nous pour évaluer la situation et voir si nous correspondons en fait aux problématiques de la personne, soit directement via des fiches de signalement. Donc le RESAD, c'est essentiellement pour le 17e arrondissement. Pour le 11e, c'est des fiches de signalement. Et sur le 19e, on n'intervient pas parce que nos collègues sont déjà là, donc ils font déjà très bien leur travail. Donc on leur laisse la place. Et c'est pour le coup un public on est sollicité pour des personnes dans le cadre de la passerelle inversée. Donc c'est comme ça qu'on appelle le maintien dans le logement. Plus pour un public où il y a une orientation vers le soin qui serait nécessaire ou une orientation vers des services sociaux pour apurer les dettes par exemple, mais avec où les troubles psy seraient quand même seraient présents mais pas de manière aiguë. Là on n'est pas assez étayé et étayant pour cet accompagnement-là. Voilà. Et dans ce cadre-là, on peut être sollicité pour 2 situations par an par bailleur. Par bailleur qui nous donne des logements. Sinon, les autres, on les refuse. On n'est pas d'accord. Donc voilà. Et d'ailleurs, on est très peu sollicité. Donc, si parmi vous, voilà, il y a des bailleurs, je fais ma pub en même temps. Voilà, il ne faut pas hésiter, même auprès de vos partenaires, de voir s'il y a des situations, pardon. Il ne faut pas hésiter. Et il y a un autre versant, en fait, au sein du DLAI, qui est le versant de la recherche, parce que c'est un dispositif qui est expérimenté. C'est une expérimentation, voilà, je vais y arriver, pour une durée maximum de 3 ans. Donc là, on a dépassé parce que, bon, ça marche. Donc, et c'est une recherche qui est menée par le GHU, avec le service de recherche de Sainte-Anne et l'Observatoire de Paris. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des questionnaires sociaux et médicaux pour évaluer l'impact de ce dispositif-là sur la vie des personnes. Avec des échéances, des questionnaires qui sont faits à l'arrivée dans le dispositif, au bout d'1 an et à la sortie, parce qu'on a déjà des sorties. Et les sorties se font en fait pour les personnes qui sont bien établies dans leur situation locative, qui ont trouvé tous les étayages nécessaires pour se sentir bien en tant que locataire. Et on les accompagne donc à un relogement avec un travail d'étroite collaboration avec les bailleurs, avec la ville de Paris et la préfecture pour justement favoriser leur relogement.
Et l'idée, donc, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir des services en périphérie du dispositif, donc notamment, comme je le disais, le SAVS, les SAMSA ou les assistantes sociales de mairie, pour faire en sorte qu'il y ait une continuité à la sortie de ce dispositif-là, pour que tous les repères qui ont été pris et toutes les habitudes de locataires qui ont été prises pendant ces quelques années au sein du dispositif puissent perdurer et ne pas se perdre une fois que le dispositif s'arrête. Et que tous les acquis puissent se maintenir et faire en sorte que les personnes investissent leur nouveau logement et leur nouveau quartier ou secteur s'ils doivent changer de secteur de psychiatrie avec leur relogement. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Alors, merci beaucoup à vous quatre pour ces présentations. On le voit, ce sont 3 dispositifs qui interviennent un peu dans les interstices. On parle intersectoriel. On voit la dimension de passerelle. Vous présentiez la dimension d'aller et venir comme un préalable à la question de l'habiter. Donc on voit bien que là, on s'adresse en tout cas à des personnes qui font fi un peu de nos cloisonnements institutionnels et pour qui se nécessitent en tout cas des réponses les plus adaptées possibles et qui vont chercher justement du côté des interstices. Nous avons la possibilité maintenant de passer des micros. N'hésitez pas donc à nous solliciter et à intervenir pour poser vos questions à nos intervenants. Si vous avez des questions. Bonjour, moi je suis Adèle Angar, je suis chargée d'insertion à la Fondation L'Élan Retrouvé. C'est juste pour être sûre d'avoir bien compris. Le dispositif Atoll et le dispositif Passerelle, c'est pour tout le département de Paris. Oui, alors le dispositif Passerelle donc, du DLAI, c'est seulement sur 3 arrondissements pour le moment. Donc le 11e, 17e et 19e arrondissement. Mais le déploiement est inscrit dans le cadre du PTSM de la ville de Paris. Donc on tend à se déployer dans d'autres arrondissements de Paris. Et, oui, et concernant Atoll, en fait, c'est quelque chose propre à 3 arrondissements également. Voilà, et c'est le 11, le 19 et le 20. 11, 19 et 20. Bonjour, c'est une question. Bonjour, je suis là. Docteur Gilbert, la DDARS 77. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette inscription dans des logements fixes plutôt que de passer sur des baux glissants qui permettraient d'éviter les risques de rupture, justement, parce que je sais qu'il y a d'autres associations qui sont parties sur des baux glissants. Donc, je suppose que c'est à moi que vous... Je suis pas très sûre, vous êtes un peu loin, j'étais pas très sûre de votre regard. Mais c'est comme ça que ça avait été pensé au début, les baux glissants. Parce que justement, comme l'idée, c'était de s'inscrire dans un logement, dans un quartier et de trouver ses repères, c'est ce qui nous semblait le plus opportun. Après, on a été très très vite freiné par la ville de Paris et la préfecture. Parce que comme c'est un dispositif en fait qui n'est pas pérenne, qui est pour 5 ans maximum, ça voudrait dire qu'à un moment donné, on aurait l'ensemble des logements sociaux de la ville de Paris qui nous seraient alloués. J'exagère. Ah, mais on peut espérer, attendez. Non, j'exagère. Mais l'idée, c'est que comme c'est pas pérenne, il y aurait une rotation trop importante et la ville de Paris et la préfecture auraient trop de mal à nous orienter des logements au fur et à mesure. Alors, vous avez raison, c'est ça. Mais l'idée, c'est qu'il sort du dispositif aussi, donc du DLAI. Ça a été pensé comme ça.
Après, voilà, c'était bien notre envie première qu'effectivement ça avait plus de sens. On a toujours cette possibilité, mais de manière très très exceptionnelle. Si pour une personne c'est vraiment très compliqué de quitter son logement parce que les repères sont importants et que ça amène une grande stabilité à la personne et que tout changement mettrait à mal cet accompagnement-là, on peut toujours travailler avec le bailleur pour avoir un bail glissant, pardon. Après, ça reste l'exception. Et si je peux me permettre, dans la vie de tous les jours, quand on est relogé, on ne fait pas forcément le choix du quartier dans lequel on est. Et l'idée, c'est qu'il puisse s'inscrire au titre de tout le monde dans le droit commun. Et donc, l'idée, c'est de trouver tous un étayage qui leur convient et qui puisse être autonome. Parce que c'est être locataire qui fait sens, en fait, et pas forcément locataire d'un seul logement, mais être locataire de manière globale dans la vie de tous les jours, avoir des automatismes de payer son logement, d'avoir son assurance, d'être vigilant à payer ses factures ou à investir son logement. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ils puissent avoir cette autonomie-là et voir ailleurs et de les aider à faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir aussi de manière la plus étayante et la plus sécurisante pour eux dans un autre dispositif, enfin dans un autre logement, pardon. Bonjour, moi j'ai une question pour Monsieur Ménard. Je travaille à Pôle emploi et c'est vrai qu'on a affaire à des personnes qui sont sans domicile, je travaille dans le 95, mais parce que les personnes à un moment donné ont habité le 95, mais on s'aperçoit qu'elles sont quand même, qu'elles se baladent finalement, qu'elles ne sont pas uniquement dans le 95. Est-ce qu'il y a une possibilité de les orienter ou est-ce que vous vous adressez exclusivement aux personnes qui vivent depuis longtemps sur vos arrondissements d'intervention ? Alors oui, les personnes elles se baladent comme tout le monde et du coup l'idée là de ce qu'on fait c'est de partir de la rencontre. Donc c'est toujours très compliqué quand c'est des gens qui nous adressent de machin parce qu'on se rend compte que la relation elle tient pas ou que c'est des choses un peu fragiles. Donc en effet on part essentiellement des rencontres que l'on fait sur le terrain. Il y a des choses qui se passent autrement. Il ne s'agit pas de dire c'est comme ça et c'est comme ça. Mais encore une fois, voilà, l'histoire de 95, 94, 75, c'est pas les mêmes CAO. Enfin, bon, il faut distinguer, je comprends bien, c'est pas les mêmes financements. Mais au final, le problème, c'est que c'est ceux qu'on accompagne qui trinquent parce que justement, il n'aurait pas possible de faire ces allers-retours. Je suis tout à fait d'accord. Sollicité plusieurs fois. Et bon, un peu naïvement, alors la première fois que je suis allée sur leur site, je me suis dit, super, ça a l'air simple, comment leur orienter des personnes ? Et puis on m'a dit, non, c'est l'assistante sociale, il faut qu'elle dépose un dossier de demande de logement, et c'est des choses qui sont soit déjà faites depuis très longtemps, soit il faut déjà trouver une assistante sociale qui accepte de recevoir à un moment où la personne sera sur le secteur, et c'est complexe. Ouais, c'est ça, c'est très complexe, c'est pas simple du tout et franchement je n'ai pas de solution là-dessus parce que tout est figé, alors du coup heureusement qu'il y a des gens qui font des passerelles parce que ça permet de circuler mais voilà, d'où ce que je racontais tout à l'heure, c'est qu'on est prisonnier de ça, il y a une aliénation terrible du système en général par rapport à ça. Il y a des raisons à tout ça, moi je les entends tout à fait, mais il n'y a peut-être pas suffisamment d'analyse et de critique et d'aménagement du fonctionnement pour rendre les choses plus souples parce qu'en effet, sinon on tombe dans les impasses qui semblent complètement insolubles. Je suis d'accord, mais je ne peux pas trop vous aider. Ouais. Bonjour. Est-ce qu'il y a des associations qui travaillent dans le Val-de-Marne et les départements autour de Paris ? Parce que là, si on n'habite pas à Paris, du coup, on ne peut pas en bénéficier. En tout cas, pour le dispositif Elias, c'est uniquement sur les 4 arrondissements que je citais tout à l'heure, donc le 13e, le 18e, le 19e et le 20e arrondissement.
le Val-de-Marne, nous, on vient de mettre en place une équipe mobile passerelle pour les locataires pour le moment de Val-Office, d'un seul bailleur. Mais c'est amené à changer. Voilà. Oui, c'est amené, pour l'instant c'est avec uniquement Val-Office, mais c'est amené à s'étendre avec d'autres bailleurs. Donc c'est sur le Œuvre Falleret, oui. Ouais. Alors en fait, moi je suis responsable d'insertion sociale dans des résidences sociales à Doma. Et je me demandais pourquoi le DLAI n'avait pas été pensé pour les résidences sociales à Doma qui sont du logement quasi comme du HLM, vu qu'ils ont un contrat de location, un règlement intérieur à respecter, mais dont c'est temporaire, vu que le DLAI était temporaire et pas pérenne. Alors, pour tout vous dire, je n'en sais rien du tout. Pour être totalement honnête. L'idée, c'est que alors, je ne connais pas trop bien les résidences sociales à Doma, je ne sais pas trop l'accompagnement qui est proposé au sein de ces structures-là. Parme, Eneo ou quoi que ce soit, les résidences sociales, c'est une circulaire qui a été créée par l'État, dont l'objectif est d'héberger des gens en résidence sociale, donc avec un contrat de location, un règlement intérieur à respecter, un loyer à payer. Et donc l'objectif, c'est d'accéder au logement HLM, mais les gens doivent être autonomes dans leur démarche, quelle que soit la CAF, la demande de logement social, et s'inscrire auprès du médecin traitant à côté de là où on habite. Et on héberge des gens qui viennent d'avoir le statut de réfugié, qui sortent de CHRS, de CHU, de rue, de cohabitation familiale parce que ça s'est mal passé, il y a un divorce ou voilà, les enfants ne s'entendent plus avec les parents, ou que ça soit quelqu'un qui habite Bordeaux qui a trouvé un nouveau boulot sur Paris, ou un stage, ou une école. L'objectif, c'est que les gens acquièrent une autonomie dans leur logement pour après avoir les bases de ce que c'est que vivre dans un logement en France pour pouvoir après aller sur du HLM. Alors, il est vrai que l'objectif, quand on rentre en résidence sociale, c'est le HLM, mais après il faut travailler aussi tout ce qui est sorti, qui du coup ne sera pas ça, parce que les gens ont décompensé dans leur logement, parce que c'est le premier logement avec lequel ils ont leur clé, et il n'y a qu'à leur clé, dont la clé de la boîte aux lettres. On a des gens qui au final, ils ont eu un problème de santé, du coup le logement doit être adapté, donc ça sera plutôt une résidence autonomie ou une maison de retraite, la sortie. Donc c'est aussi tout ça. Nous, on fait appel aux équipes Elias sur le 13e, le 20e, et le 17e et le 19e, je crois pas trop. Mais on a cette problématique-là. Et du coup, moi, je trouvais que quand on a présenté le DLAI en fin de parcours, parce que ça doit se développer sur le 13 et le 15, je me disais, mais pourquoi ça ne se développe pas plus sur des résidences sociales pourquoi ça n'a pas été proposé aux résidences sociales? Alors, ce que j'ai peut-être pas dit sur la présentation, c'est que nous, nos orienteurs pour les personnes que nous hébergeons dans le cadre du DLAI, ce sont les services de psychiatrie, ce sont les CMP, c'est eux les orienteurs. Donc notamment, comme je le disais, donc le 17e, le 11e et le 19e arrondissement. Donc si les personnes qui sont dans des résidences sociales sont accompagnées par des secteurs de la psychiatrie de ces arrondissements-là, pourquoi pas ? Ça peut être envisageable. L'idée, c'est que arrivent dans ce dispositif-là des personnes qui sortent de foyers post-cure, qui sont hébergées en famille, qui n'ont jamais eu auparavant d'expérience d'habitants au sein de leur propre logement. Ce sont des personnes qui majoritairement soit été hospitalisées, soit été hébergées, certaines à la rue, c'est rare, mais plus ce profil-là est donc orienté par les secteurs de la psychiatrie. J'ai pas entendu, excusez-moi. Le profil de la résidence sociale. Ça veut dire qu'on fait le même travail alors, mais de manière différente. C'est-à-dire que moi, c'est dans des appartements diffus ou en résidence. Donc du coup, l'idée, c'est d'accompagner, comme vous, au relogement, que ce soit en résidence sociale. Le problème, c'est que les
pour les gestionnaires de résidences sociales qui peuvent être assimilés à des bailleurs sociaux comme Paris Habitat ou la RVP, on n'a pas de service d'accompagnement. On est juste celui qui va gérer le logement pour les réservataires comme la ville, la préfecture et Action Logement. Mais on n'a pas du tout de service d'accompagnement. On arrive à avoir des mesures d'accompagnement social liées au logement financées par la DASES. Mais par exemple, la dernière structure qu'on a ouverte, j'ai 200 logements, j'ai eu 30 mesures. Mais pas tous mes résidents sont accompagnés. Et ils ont tous besoin d'un accompagnement. D'autant plus quand il y a un problème de santé mentale et qu'ils décompensent dans ce logement-là parce que c'est la première fois qu'ils ont un logement. La garantie en fait pour les personnes accueillies dans le dispositif, c'est qu'ils aient un suivi d'accompagnement psychiatrique au sein des CMP, puisque c'est eux les orienteurs. Donc encore une fois, si les personnes accompagnées au sein de votre résidence, des résidences sociales, sont accompagnées par le secteur de la psychiatrie sur les 3 arrondissements que j'ai cités, ils peuvent faire partie des candidats pour le dispositif. L'idée, c'est que y ait un vrai travail qui soit fait en collaboration avec justement les secteurs et les acteurs sociaux de ces arrondissements-là pour que justement il y ait les meilleures orientations possibles qui soient faites. Donc rien n'empêche, si au sein des résidences sociales que vous avez en gestion, qui sont sur ces 3 arrondissements-là, si c'est des personnes qui sont suivies en CMP, il ne faut pas hésiter à vous mettre en lien avec eux, avec les secteurs de la psychiatrie, et à leur parler du dispositif. Si l'évaluation qu'ils feront, ils estiment que le profil de la personne correspond au dispositif, ça sera sans aucun souci, en fait. C'est vraiment ça, la clause d'entrée dans le dispositif, c'est d'avoir un accompagnement au sein des CMP des 3 arrondissements. Quelque chose à leur commune ou aux gens des HLM ou des communes pour faire des propositions, des initiatives intéressantes. Parce qu'on ne part pas de zéro. Je suppose que ces gens-là connaissent des choses, mais malgré tout, apparemment, ce n'est pas tellement diffusé. Et ça serait intéressant de faire un dossier logement un peu rempli, nourri de vos expérimentations, de votre expérience, c'est pas des expériences, c'est votre expérience de ces dispositifs, et qui se nourrirait, je sais pas, une base de données, un truc comme ça. Une dernière question ? C'est pas vraiment une question. En fait, je suis infirmière en appartement de coordination thérapeutique. Et on a développé, c'est vrai que je rejoins madame qui disait que ce serait intéressant de développer le réseau parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, notamment dans les dispositifs hors les murs, HLM mais avec une autre signification. Et je trouve que c'est très sectorisé, hein, chacun, on l'a bien vu, a soit son département, soit son arrondissement. Et c'est vrai que je trouve qu'on ne se connaît pas assez les uns les autres, alors qu'on développe chacun des choses très intéressantes. Je vois le dispositif passerelle, je trouve très intéressant, mais je me dis qu'après 5 ans, on ne garantit pas qu'il n'y ait pas une nouvelle rupture qui s'installe dans le nouvel arrondissement de résidence, etc. Et qu'on aurait tous à travailler les HLM conjointement, tous ensemble. Voilà. Si on a le temps pour une dernière question, il nous reste 2 minutes. Dernière question. Dernière remarque. Je rejoins un petit peu tout ce qui est dit et je pense qu'on est tous au courant, mais il y a une inégalité au niveau des territoires. Nous, on est du 77 et en fait, on n'a pas grand-chose à proposer à nos patients, que ce soit des logements ou des foyers. Et je rejoins la dame qui disait que c'était sectorisé. Et la difficulté, c'est tous les projets que vous proposez sont super et magnifiques, mais devraient être mis dans l'ensemble des territoires. Parce que nous, on reste en région parisienne, donc on a une petite offre qui est quand même
beaucoup moins importante qu'à Paris, mais en province, c'est pire. Donc la difficulté qu'on a tous, c'est de trouver ce genre de dispositif dans nos départements, dans nos régions. Et la difficulté, c'est que du coup, un patient qui est parisien n'aura pas le même projet de vie qu'un patient seine-et-marnais ou autre. Et ça, c'est un gros problème actuellement. Et la difficulté, encore une fois, on en revient au même, et c'est les financements. Parce que nous, dans le 77, on n'a pas de financement pour créer ce genre d'équipe. Et donc les patients, on a des patients qui restent hospitalisés chez nous, alors qu'ils sont stabilisés, alors qu'ils vont mieux, alors qu'ils pourraient être autonomes. Mais à défaut de logement, parce qu'on le sait tous, mais les bailleurs privés ne veulent pas louer à des patients psy, parce qu'ils sont étiquetés psy, et du coup stigmatisés. Et ça, c'est un réel problème aussi, la stigmatisation des bailleurs sociaux ou autres, d'autant plus quand on a eu un AH de 903 €. Donc je trouve ça très très bien vos projets, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut les diffuser, parce que sinon les patients ils restent hospitalisés, c'est une chronicisation et on les rend encore plus malades qu'ils ne le sont déjà. Donc voilà, c'est tout. C'est plus une remarque. Mais c'est pas contre vous, hein, je trouve ça très bien ce que vous faites. Bruno, il y aura une toute dernière question. Bonjour, non, c'est juste pour une réflexion et je rebondis sur ce que vous dites là. Donc, moi je travaille à l'œuvre Falleret et juste aussi pour dire que les dispositifs qui ont été présentés, je ne prêche pas pour la paroisse de Falleret, mais en tout cas c'est des modèles qu'on essaie de dupliquer dans d'autres départements parce qu'on est conscient en fait des besoins qu'il y a. Donc effectivement c'est un modèle économique à trouver. Du coup voilà, on est conscient de ça, je pense que c'est valable pour tout le monde. Après forcément les financements c'est on est sur le nerf de la guerre aussi, donc voilà. Et puis j'en profite aussi pour regarder mon collègue qui est devant moi, qui porte la coordination du projet territorial de santé mentale de Paris. Et du coup, tout à l'heure, j'entendais aussi le retour qu'il y avait sur le besoin un peu d'articulation et de cartographie un peu l'offre existante sur le territoire. C'est des choses aussi qui nécessitent d'être mises en place et du coup, on en est conscient. Et vu l'offre qu'il y a, qui est riche, c'est important de faciliter en fait la connaissance à tous les acteurs pour que justement les bénéficiaires puissent en bénéficier. Voilà, tout simplement. Avant qu'on aille manger, juste en réponse, en écho à ce que vous racontez qui est tout à fait exact, il y a une inégalité des chances et finalement des financements. Je vous propose aussi de subvertir ce qui existe. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi où il faut peut-être dire non à 2-3 trucs. Et, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que on ne peut pas se suffire d'attendre qu'il y ait des moyens développés, qu'il y ait des machins qui tombent. Il y a vous connaissez la réalité du terrain, il y a des choses qui se passent, et peut-être qu'il y a, voilà, évidemment ça a des limites, ce que je raconte, mais peut-être qu'il faut aussi aller dans le sens de la subversion et du dire que non. Peut-être pour conclure, moi j'aimerais juste quand même rappeler que la question du droit au logement, c'est un droit maintenant opposable depuis 2007, qu'on vive avec des troubles psychiques ou non, et qu'effectivement la liberté d'aller et venir, c'est un droit aussi, donc la liberté d'aller et venir entre nos dispositifs. D'où ces questions que nous avons tous apportées sur le décloisonnement. Je vous remercie beaucoup et allons manger.